8h34 sur LC. L'invité ce matin, c'est Jordan Bardella. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Président du Rassemblement national, député européen. Vous serez tout à l'heure à l'Elysée pour une rencontre avec Emmanuel Macron. En l'occurrence, il sera question de la situation en Israël, du dernier bilan d'ailleurs côté français, dramatique, qui fait état de 11 morts, 18 disparus, dont des enfants. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ? D'abord, nous sommes le premier parti politique d'opposition. Aujourd'hui, avec le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, il est normal et légitime que nous puissions dialoguer avec le chef de l'État d'une situation qui n'est pas seulement un drame à plusieurs heures de vol de Paris, mais qui aura des retentissements et dont l'onde de choc se fera sentir sur le territoire français. De quelle manière ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Nous avons, pour mettre les deux pieds dans le plat, nous avons sur le sol français des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont des sympathisants de l'idéologie du Hamas. On a vu les différents messages sur les réseaux sociaux. Des mouvements politiques qui, à gauche, comme la France Insoumise, refusent de condamner clairement les actes terroristes de ce qui apparaît comme de la barbarie. Israël a subi à la fois son 11 septembre et son Bataclan. Et devant ce drame, il est normal que nous puissions avoir un échange avec le chef de l'État sur ce sujet. Et nous aurons probablement l'occasion d'évoquer des informations, la santé peut-être, des 18 Français qui sont aujourd'hui disparus, dont une grande partie sont probablement détenus en otage dans la bande de Gaza. On reviendra sur plusieurs des propos que vous venez d'avoir, parce qu'effectivement, il y a plusieurs sujets importants. Mais d'abord, à l'instant, vos propos sur les otages. Ce matin, sur l'antenne de LCI, on entendait pas, notamment la grand-mère d'Ethan, jeune garçon, adolescent, au micro de Benoît Cristal et Antoine Pocry, Pauline Lormand, qui disait « Je demande à la France de faire tout son possible ». Est-ce que vous considérez que c'est à la France d'agir pour la récupération de ces otages ou qu'il faut s'en remettre au gouvernement israélien ? Non mais je pense que la France doit collaborer de la manière la plus étroite possible avec le gouvernement israélien et que à partir du moment où des Français sont détenus en otage dans un pays étranger, c'est aussi de la responsabilité de la France que de tout faire pour faire en sorte non seulement de remonter un maximum d'informations sur la présence et l'état de santé de ces otages et de pouvoir engager des négociations, que ce soit par la voie diplomatique ou que ce soit par la voie armée pour aller récupérer ces otages. Et moi, je veux juste dire ce matin que nous avons exprimé notre solidarité la plus totale avec la nation israélienne, avec le peuple israélien, mais que nous pensons évidemment aux familles de ces 18 Français qui sont portés disparus, dont une grande partie, je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas les informations, nous les aurons probablement ce midi auprès du chef de l'État, du nombre de Français qui sont aujourd'hui détenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. Hier soir, l'agence France-Presse citait une source officielle qui disait que le président turc Erdogan allait engager des négociations. Il y a quelques heures, il y avait également des informations qui parlaient du Qatar. Ça a été démenti par Israël et le Hamas entre-temps. Mais si ces pays-là, la Turquie, le Qatar, ont des voies de communication, des voies de dialogue avec le Hamas, est-ce que vous dites « Parfait, merci, bravo, allez-y, faites tout ce que vous pouvez pour sauver nos otages ». Le Qatar a nécessairement des voies de dialogue avec le Hamas, puisque le Qatar finance le Hamas, comme l'Iran finance le Hamas. Et il y a derrière ce groupe terroriste, qui est reconnu comme terroriste par l'Union européenne, des pays qui financièrement portent une responsabilité très lourde dans les horreurs et dans la barbarie qui a touché l'État d'Israël il y a quelques jours. Le Qatar fait partie évidemment de cela. Quant à l'Égypte, c'est un petit peu différent. On sait que l'Égypte, depuis maintenant plusieurs années, est une courroie de transmission entre les voies diplomatiques israéliennes et le Hamas. On sait que l'Égypte a une frontière avec la bande de Gaza, qui à ce jour est fermée et va rester fermée. Mais l'Égypte va évidemment avoir un rôle important avec ce drame. Et moi, je pense que la France doit maintenir, et le président de la République en première ligne, un lien diplomatique très fort et très ferme, à la fois avec l'Égypte, mais aussi avec le Liban, dont une partie des dirigeants libanais ne souscrivent pas à la partition du territoire qui est organisée par le Hezbollah et qui vise précisément à la destruction de l'État d'Israël. Mais si des pays arabes réussissent à obtenir par le dialogue avec le Hamas la libération d'otages, vous les féliciterez ? Je ne sais pas si je les féliciterai. En tout cas, je serais heureux que les familles françaises puissent revoir leurs proches qui est aujourd'hui détenus en otage. Vous faisiez allusion à la situation spécifique de Gaza. Vous rappelez que les points de passage sont fermés. Hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou disait « Tout membre du Hamas est un homme mort ». Est-ce que vous considérez qu'une opération terrestre, qu'entrer dans Gaza est souhaitable, quel que soit le coût ? Le coût pour les otages, le coût pour la population civile gazaoui ? Israël a vécu un drame d'une ampleur sans précédent que le peuple juif n'avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis l'Holocauste. La réponse d'Israël est légitime. C'est un État qui a subi un acte terroriste. La réponse est légitime et la réponse Elle est légitime à se venger, y compris sur la population civile. Et la réponse doit être le plus ciblée possible. Évidemment que
la mort de civils est un drame et qu'il faut tout faire pour l'éviter. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la réponse israélienne doit être une réponse ciblée. Mais encore une fois, cet État est attaqué par une organisation qui est une organisation terroriste. Je vous rappelle que dans la charte même du Hamas, il y a 2 points absolument essentiels. Le premier, c'est la destruction de l'État Israël et de la destruction du peuple juif. Et le deuxièmement, c'est le djihad international. Ces 2 seules considérations font que le Hamas doit être évidemment une organisation à anéantir et à détruire, y compris par les forces armées. Vous dites qu'il faut cibler. Est-ce que quand Israël organise un blocus de Gaza, pas d'eau, pas d'électricité notamment, est-ce que ça, c'est un blocus qui vous paraît justifié ? Il est clair que dans cette situation-là, on est au-delà des actes de guerre conventionnels. Il faut bien que les Français qui nous regardent comprennent que ce qui s'est déroulé le week-end dernier se fait totalement hors du cadre conventionnel dont nous a habitué la guerre et le conflit israélo-palestinien peut aussi depuis 1947. Des cadres internationaux. Non, je pense qu'il faut, encore une fois, être le plus vigilant possible à l'égard des populations civiles, protéger les populations civiles. Et je vous le dis et je vous le redis, la réponse doit être le plus ciblée possible, notamment à destination des cadres du Hamas. Pour être très clair, c'est poser la question du financement et des fonds, notamment des fonds européens qui sont versés à la Palestine et qui sont versés dans cette région du monde, au Proche et au Moyen-Orient. On sait qu'une grande partie de ces fonds alimente directement la propagande du Hamas. Et moi, je suis favorable à ce qu'on gèle aujourd'hui tout argent public, tout financement public, que ce soit français ou européen, à destination du Proche-Orient et notamment à destination de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une raison très simple. Le leader du Hamas, je vous donne un exemple très concret, le leader du Hamas, qui est aujourd'hui réfugié, entre guillemets, au Qatar. Il est doyen de l'université de Gaza, cette université de Gaza, qui est la couveuse de l'idéologie islamiste, qui est la couveuse du Hamas. Elle a été financée par l'impôt du contribuable français et par l'Union européenne. Jordan Bardella, est-ce que c'est bien le bon moment de suspendre une aide aux populations palestiniennes quand on voit la situation dans laquelle... Monsieur Gindre, cette aide dont vous faites mention est détournée par le Hamas pour alimenter sa propagande islamiste. Et j'en veux pour preuve les déclarations de la Commission européenne. Je lisais ce matin un article d'Euronews qui se faisait l'écho de déclarations de la Commission européenne qui disait n'avoir aucune certitude sur la manière dont étaient utilisés ces fonds, allant même jusqu'à sous-entendre qu'il pouvait y avoir une utilisation mafieuse. Il va y avoir des vérifications supplémentaires. Ça veut donc dire qu'on donne de l'argent aujourd'hui à un territoire qui va directement alimenter la propagande islamiste. Quand une institution comme la Commission européenne vous dit qu'on va mettre en place des contrôles parce qu'on n'a aucune certitude sur l'issue des fonds, c'est que l'impôt du contribuable européen et l'impôt du contribuable français financent directement la propagande. Le gouvernement français disait hier que les vérifications avaient été faites, que la France avait revu d'ores et déjà les associations et les ONG concernées par nos aides, par notre argent. Là, en quelques heures ? Non, ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais c'est faux. Tout ça est faux. Nous avons fait adopter un amendement au Parlement européen avec le groupe ECR, notamment de Madame Meloni au Parlement européen au mois de juillet, demandant un renforcement de ces contrôles parce qu'on ne sait pas où va l'argent. Et nous demandons depuis plusieurs mois au niveau européen, les députés du Rassemblement national le demandent au Parlement européen, les députés de M. Macron ont refusé de voter ces différents amendements pour justement renforcer les contrôles parce que nous savons, au travers notamment de l'université de Gaza, que cet argent est détourné par une organisation qui n'est pas seulement terroriste, qui est aussi une organisation mafieuse et qui détourne les fonds publics pour alimenter sa propagande. Et moi, je refuse que l'argent du contribuable français finance la propagande terroriste. Je vous donne un autre exemple. J'ai tiré la sonnette d'alarme au Parlement européen il y a quelques mois sur le financement d'une association qui s'appelle Femiso. Femiso est une association qui est organisée dans plusieurs États de l'Union européenne et qui diffuse la propagande des frères musulmans, qui fait la propagande du voile islamique et qui est le relais quasi intégral, mot à mot, de la propagande des frères musulmans financée par le contribuable européen. Donc, il y a une ambiguïté aujourd'hui sur cet argent et moi je ne souhaite pas que l'argent de mes compatriotes et de mes concitoyens alimente la propagande de groupes terroristes et je rappelle encore une fois que le Hamas il est déjà présent sur le sol français parce que le mode opératoire qui a frappé Israël le week-end dernier est un mode opératoire que nous connaissons sur le sol français. Mohamed Merah, le Bataclan, Nice, nous avons connu des dizaines... C'était pas le Hamas, c'était des attentats terroristes, on ne peut pas dire l'inverse, mais ce n'était pas le Hamas. C'était Daesh, par exemple, sur l'idée du 13 novembre. Oui, excusez-moi, mais en fait, Daesh égale Hamas. Voilà, et que le Hamas ne vaut pas mieux que l'État islamique. Tout à fait, vous rappelez tout à fait, les soutiens ne sont pas du tout les mêmes. Il y a potentiellement un soutien iranien, Hezbollah, Qatar. On n'est pas du tout sur les mêmes. On est parfaitement sur les mêmes modes opératoires.
Quand, au nom de l'islam politique, vous voulez anéantir des populations civiles en tirant à la Kalachnikov sur des enfants, sur des femmes, que vous organisez des kidnappings, des exactions, des décapitations, on est précisément sur le même mode opératoire. Mais qu'est-ce que vous te demandez, que le gouvernement français ne fait pas ce qu'il faut sur le sol français ? Non seulement le gouvernement ne veut pas voir, mais en plus le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour mettre le peuple français à l'abri d'une idéologie qui nous a déclaré une guerre sur le sol français et qui couvre dans d'innombrables quartiers, monsieur Gindre, où il y a des enclaves étrangères qui se constituent, où un autre droit que celui de la République française s'applique. Il y a des mosquées radicales dans notre pays, elles ne sont pas fermées. Il y a 4500 individus qui sont fichés pour radicalisation et étrangers. Par le gouvernement ils ne sont pas expulsés. Vous avez raison, il y a beaucoup d'annonces, mais derrière les faits ne suivent pas. Et les faits ne suivent pas parce qu'on traite les conséquences sans jamais traiter la cause. Et la cause, c'est une politique d'immigration massive menée sur notre sol, qui est elle-même un foyer d'alimentation du communautarisme et du fondamentalisme. Vous pouvez faire le lien avec l'immigration. En l'occurrence, dans le cas d'Israël, ça n'a rien à voir avec l'immigration. C'est le voisinage de Gaza et du Hamas qui a amené ces attentats. Oui, enfin, l'islam politique, monsieur Gindre, à la différence du Proche-Orient, n'est pas tombé en France par l'opération du Saint-Esprit. Et permettez-moi de vous rappeler qu'un certain nombre de personnes qui ont frappé par des attaques terroristes notre sol ont utilisé les filières migratoires, notamment en Grèce et en Turquie, pour s'infiltrer sur le sol français et importer sur notre sol une idéologie qui, encore une fois, combat et veut détruire tout ce que nous sommes et tout ce que nous représentons. Donc c'est aussi un point que j'aimerais aborder tout à l'heure avec le chef de l'État. Hier, Marine Le Pen disait elle-même qu'il fallait mettre en protection la population palestinienne. Elle évoque l'idée que la communauté internationale demande à l'Égypte d'accueillir la population palestinienne. Elle pense bien sûr aux civils de Gaza. Est-ce que la France serait prête à prendre sa part ? Est-ce que nous accueillerions éventuellement des réfugiés gazaouis ? Non, je n'y suis pas favorable. Je pense que l'accueil de ces populations civiles doit se faire dans les pays voisins et dans les pays de la région. Donc on dit aux autres, débrouillez-vous. Faites-le et débrouillez-vous. Non, monsieur Gindre, on met à l'abri, parce que c'est ma préoccupation première, le peuple français. Et je pense que le peuple français, aujourd'hui, n'a pas besoin et ne souhaite pas voir arriver sur son sol une population et avec elle un conflit qui, je le dis et je le redis, déjà présent dans d'innombrables quartiers de notre pays. Il faut interdire les manifestations pro-palestiniennes en France ? On n'a pas le droit d'être pro-palestinien ? On a le droit de défendre la cause palestinienne en France, pays des libertés. Mais le Hamas est probablement le pire ennemi de la cause palestinienne et anéantit probablement tout espoir de voir se constituer un jour un État palestinien dans la région qui soit représenté par les canaux diplomatiques habituels. Quant aux manifestations sur lesquelles vous m'interrogez, il y a chez beaucoup de collectifs qui organisent ces manifestations des risques de troubles à l'ordre public. Et je pense que les décisions qui ont été prises par les différentes préfectures de manière à prémunir le pays aussi de risques, non seulement de troubles à l'ordre public, mais aussi du risque d'apologie de terrorisme, va évidemment dans le bon sens compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous avons vécues sur notre sol en lien avec la menace islamiste. Vous citiez tout à l'heure la France insoumise. Effectivement, elle refuse de qualifier la Hamas d'organisation terroriste et se contente de parler de crimes de guerre. Qu'est-ce que ça dit pour vous de ce mouvement politique ? Est-ce que c'est un mouvement que vous qualifieriez d'antisémite, de complice du terrorisme ? Quel serait le bon label ? Je pense que la France insoumise, qui pourrait se rebaptiser d'ailleurs la France indigne, est la caution morale du terrorisme islamiste. Parce que ça fait maintenant plusieurs... La caution morale du terrorisme islamiste. Oui, parce que ça islamiste. fait maintenant plusieurs années dans notre société. Je vous rappelle que Madame Obono, en 2015, refusait de soutenir la rédaction de Charlie Hebdo, que même Garrido nous avait parlé de réconciliation possible un jour avec les terroristes du Bataclan. La France insoumise avait appelé à défiler, vous vous en souvenez, en novembre 2020, dans cette marche de la honte, à 100 mètres du Bataclan, avec les islamistes du CCIF qui ont été dissous par le ministère de l'Intérieur. Vous voyez les tweets de M. Mélenchon, de M. Boyard, qui traduisent une forme d'obscénité, je crois, dans cette douloureuse période que nous vivons. Et vous voyez, ce que je peine à comprendre, c'est que toute honte bulle, la France insoumise passe son temps à expliquer dans notre société que la police tue, que les policiers sont des criminels et des barbares, mais qui déploie un trésor d'ambiguïté pour ne pas appeler un chat et pour ne pas caractériser le Hamas, qui est une organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne, de mouvement terroriste qui commet des exactions. Et je pense que quand on se met à expliquer l'inexplicable, on tombe dans l'indignité. Vu ce que vous nous dites ce matin, est-ce que vos députés du Rassemblement national considèrent qu'ils ne voteront plus jamais de motion de censure déposée par la France insoumise ? Vous avez voté avec LFI contre le gouvernement depuis le début de la mandature. Est-ce que c'est terminé ? Non mais, monsieur Gindre, je pense qu'on mélange deux choses. Ah bah, la France insoumise et la France oui, insoumise. Mais la motion de censure sur la réforme des retraites, pardonnez-moi de vous dire que c'est peut-être un peu éloigné
du débat que nous avons sur des exactions. Donc vous pourrez continuer, il n'y aura pas un avant et un après. Mais si, il y aura un avant et un après. Parce que je pense que la France insoumise a franchi un palier. Et que la vérité, c'est que tout le monde dans notre société, à l'exception du Rassemblement national, a fermé les yeux depuis 15 ans sur la montée du fondamentalisme islamiste, quand Marine Le Pen alertait dès 2012. Que tout le monde, à l'exception du Rassemblement national, a fermé les yeux sur l'idéologie que instiguait dans notre société la France insoumise et sur le vrai visage de ce mouvement politique qui, pour espérer grappiller quelques voix dans les banlieues et pour espérer séduire l'électorat musulman et l'électorat communautaire, a décidé d'abandonner tous ses principes et de se sortir elle-même de l'arc républicain. Est-ce que ça justifie tout, Jordan Bardella? Il se trouve que Mathilde Panot a écrit à la procureure de la République de Paris pour plusieurs signalements, dont l'un qui concerne Julien Audoul, de votre parti politique. Elle cite des propos qui lui sont prêtés place du Trocadéro à une personne déclarant, je cite, « Il faut éradiquer Gaza, mais aussi la France insoumise ». Le député Julien Audoul, explique Mathilde Panot, a répondu « C'est ce qu'on va faire demain à l'Assemblée ». Il n'a pas, j'ai eu un échange avec Julien à ce sujet, il n'a pas dit ça. Ça a été rapporté dans un article de la presse écrite. Il n'a pas dit ça. Maintenant, n'inversons pas la charge. Voilà. Je veux dire, le diable aujourd'hui de la République, c'est pas le Front National, c'est pas le Rassemblement National. C'est la France insoumise. Voilà. C'est la France insoumise qui est sortie de l'arc républicain et qui a fait le choix de virer dans l'obscène et dans l'indignité. Le diable. J'ai entendu hier matin, sur une radio concurrente, le président Larcher, le président du Sénat, dire que toute la classe politique avait été naïve sur la montée de l'islamisme dans notre société. Permettez-moi de lui rappeler et de vous rappeler que tout le monde a peut-être été naïf, sauf nous. Parce que nous avons précisément alerté depuis 15 ans dans notre société sur la montée du fondamentalisme islamiste et probablement depuis 40 ans sur les dégâts que pourrait faire une politique d'immigration massive sur notre sol qui importerait des conflits qui non pas seulement sont d'une autre époque mais sont d'une autre région et qui ne nous regardent pas. Jordan Bardella, le fait est qu'il y a une évolution. Marine Le Pen a été applaudie par certains députés, y compris de la majorité, à l'occasion des questions gouvernement, des députés Horizon, des députés du MoDem. Quelques-uns, mais tout de même, c'est à noter. La dédiabolisation, pour autant, elle n'est pas totale. Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, était sur ce plateau hier soir. Au micro d'Amélie Carrabret et de Julien Arnaud, il dit « Ce n'est pas parce qu'on dénonce, et heureusement, le terrorisme qu'on rentre pour autant dans le champ républicain. Des élus RN sont venus en début de semaine au rassemblement. J'ai veillé à ne pas défiler à leur côté. » Oui, mais je ne veux pas faire de polémique, surtout dans un moment comme celui-ci. Mais je peux vous dire que moi, j'avais demandé aux députés du Rassemblement national qui siègent à l'Assemblée dans le groupe d'amitié France-Israël d'être présents à cette manifestation qui était organisée par le CRIF, à Paris mais aussi en région. Et il se trouve que nos députés ont été très bien accueillis. Et ils ont été accueillis dignement. Avec toujours une distance. Pour une raison très simple. Oui, mais la direction du CRIF, c'est la direction du CRIF. Dans un certain nombre de départements, ça se passe très bien. Et je déplore, si vous voulez, que dans une période où le terrorisme devrait faire l'objet, compte tenu de la fracture qu'il impose à la société française, une forme d'unité dans le pays, que certains continuent d'alimenter des divisions et des polémiques dans une période où tout le monde devrait se rassembler. Je pense que le Rassemblement national est aujourd'hui l'un des principaux boucliers pour nos compatriotes de confession juive qui voient aujourd'hui leur sécurité menacée dans d'innombrables quartiers par la montée de l'islam politique que nous sommes les seuls à pointer du doigt et à avoir la volonté de combattre une fois au pouvoir. Et moi, je veux dire effectivement ma solidarité la plus totale à l'égard de nos compatriotes de confession juive, à l'égard de franco-israéliens, à l'égard de ceux qui ont de la famille. C'est une manière aussi pour vous de rappeler que l'histoire antisémite du FN est derrière vous, comme vous avez l'occasion de le dire, vous n'étiez pas né, vous disiez en... Non seulement je n'étais pas né, mais permettez-moi de rappeler, monsieur Jeanne, que le principal motif de la rupture entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, la rupture politique en 2015, s'est faite essentiellement sur cette question. Merci Jordan Bardella d'avoir été sur ce plateau. Vous serez donc à midi aux côtés d'Emmanuel Macron.